Oda ayant enfin terminé son initiation au nanar, il est enfin prêt à affronter tous ces films de merde. On dirait bien que c'est elle. Si vous avez un endroit où trouver refuge, allez-y. Ouais, t'as raison. Il faut franchir le mur du son. Cependant, la tâche sera dure face à l'incommensurable absurdité de ces films. Car sa vitesse n'est pas suffisante. Non, t'inquiète pas, je vais encore l'augmenter un peu. Malgré son rigoureux entraînement, Oda sera-t-il capable de tenir face à tant de bullshit? Et ce, malgré son amour pour l'astronomie? C'est ce que vous verrez dans ce nouvel épisode de Space Nanar. Amoureux des sciences, cœur de tout bord, bonsoir et bienvenue dans ce tout premier Space Nanar. Et la première question que tout le monde se pose, qu'est-ce que c'est que ce nouveau format? De nombreuses chaînes traitant de l'espace vont vous parler de films plus ou moins mauvais qui essayent pourtant d'être fidèles au monde du spatial, mais sont parfois de véritables déchets, ou parfois des déchets partiels, ou parfois même des réussites, parce que oui, c'est possible. Eh bien non, nous, sur cette chaîne, on va s'intéresser au fond de la poêle, au graillon, vraiment, au graillon moisi laissé depuis des mois dans un frigo, et croyez-moi, j'ai un stock inépuisable de quoi tenir des décennies. Et on commence tout de suite avec le premier film, Zone d'Impact Terre. Impact Earth, produit par le grand, le seul, unique Rex Piano. Oui, si ce nom ne vous dit rien, c'est absolument normal, car cet homme, en plus d'avoir fait l'énorme nanar que je vous présente aujourd'hui, a fait de merveilleux films tels que Bikini Blitz ou Total Eclipse, des films qui sont passés complètement à l'as, sauf pour les fans de nanar naturellement. Mais alors attention, quand on prend nanar, je ne parle de nanars non assumés, des nanars qui ne s'assument pas et qui étaient de base prévus pour être des films au moins moyens. Pas des films comme Sharknado par exemple, qui est un exemple type du domaine et qui lui est un nanar complètement assumé, complètement écrit pour ça et vraiment dans ce sens et qui en est marrant pour ça. Et si je commençais tout de suite, avant le synopsis, en vous disant que Rex Piano a vu la fin de sa carrière sur ce film, ça vous dit beaucoup de choses, n'est-ce pas? Alors c'est parti, on commence par le synopsis. Le synopsis du film nous emmène avec le héros Tim Harrison dès le début. Docteur à la NASA qui surveille les géocroiseurs, ce dernier en détecte un qui promet de raser les États-Unis. L'astéroïde en provenance du scénario est attendu en gare des Clichés. Cependant, à cause de quelques erreurs de calcul, Tim Harrison fera un gros bide et il ne se passera rien. Suivi d'une belle ellipse de 8 ans venu de nulle part, nous retrouvons de nouveau notre héros qui détecte de nouveau un géocroiseur qui va percuter de nouveau les États-Unis. Et à ce moment-là du film, on se demande déjà, alors que pourtant j'essaie de vous le sauver en faisant un synopsis, si les États-Unis en leur sous-sol n'ont pas un immense aimant qui attire tous les astéroïdes ferreux. Vraiment. Mais 8 ans plus tard, Tim Harrison, avec son sexual interest, ou plutôt son élève, même si la transition est parfois quand même très dure, va tenter de sauver le monde. Et réussir d'ailleurs, parce que... Ah bah oui, voilà, oui, effectivement, oui, voilà. Donc voilà, c'est un synopsis plutôt court, ça tombe bien, c'est un petit peu la définition du synopsis, mais ça vous donne un peu le film, qu'on qualifierait de téléfilm standard. Mais bien sûr, des téléfilms standards comme ça, il y en a plein. Des tonnes, des bons, des mauvais, mais naturellement ce n'est pas un film, c'est bien un téléfilm, donc déjà qui se veut pas forcément d'un haut niveau. Mais même par rapport à son domaine, comment dire? Non, là on est vraiment très bas et vous allez comprendre pourquoi. Mais passons tout de suite au plus intéressant, les acteurs. Et l'acteur principal de ce film sera Bernard Currie, alias Bernanar, acteur australien ayant fait une apparition dans Once Upon a Time et d'autres séries peu connues telles que Westworld ou d'autres très connues telles que CSI ou NCIS. Il a une carrière de passage dans des films qui au final n'aura jamais décollé. Et ici dans la distribution, Bernard Currie aura son rôle principal en incarnant Tim Harrison, le héros docteur du film. Et là, il y a une chose importante dans les nanars qu'il faut se dire, c'est que parfois les acteurs tentent de sauver ce film, ou les bandes son, mais là, ça sera les acteurs qui des fois vont tenter de sauver ce film, mais les rôles sont des fois tellement mal écrits que vous pouvez être le meilleur acteur du monde, avec 10 Oscars derrière les fesses, vous ne pourrez jamais sauver un film comme celui-là.
Prochain acteur, Brooke Langton, alias Stella Harrison, femme de Tim Harrison dans le film, aura à cœur de servir à rien tout le long du film. C'est vraiment comme ça qu'on peut résumer son rôle qu'elle aura. En effet, le seul rôle qu'elle aura, c'est de mettre du drama familial dans le film. Elle aura peu de lignes de texte, très peu intéressantes. Mais Brooke Langton est aussi une actrice habituée des passages dans les séries et les téléfilms tels que Monk ou Bones. Mais malheureusement, eh bien ce film, Impact Earth, Zone Impact Earth, mettra fin à sa carrière, n'ayant plus qu'un petit rôle dans une petite série qui n'a même pas de page Wikipédia, la pauvre. Donc effectivement, ce film, malgré quelques acteurs plutôt bien choisis, va faire beaucoup de dégâts dans leur carrière, car la seule chose que l'astéroïde de ce film va détruire, c'est bien des carrières. Vient ensuite Caitlin Carver, actrice qui reçoit ici son plus grand rôle, et le plus abyssal, car même la fougue de la jeunesse ne peut se soustraire au talent. Elle incarne ici Julia Water, jeune doctorante de génie et sexual interest du héros, soit disant passant. Et enfin, on va passer au dernier acteur, car je ne vais pas traiter de tous les acteurs passant dans ce film, tels que le fils de Tim Harrison, qui est un jeune acteur et encore tout à prouver pour le film, même s'il sera naturellement cité plusieurs fois. Et là, on va passer au plus gros acteur de ce film, et croyez-moi, ce n'est pas n'importe quel acteur qui joue dedans, un acteur qu'on peut croiser dans de nombreux films, et qui pourtant a déjà prouvé bien plus d'une fois qu'il était capable de jouer des rôles bien, même dans des films absolument horribles. Je parle bien sûr du très connu Tom Berenger, connu pour n'avoir rien de moins qu'un Oscar en poche. Le meilleur second rôle dans Platoon. On aimerait bien dire qu'il tira le film vers le haut, mais là, carton rouge de l'acting, car même dans les rôles très mal écrits, Tom, qui incarnera ici Herbert Sloan, emmènera le film dans les profondeurs télévisuelles avec lui, mettant les clous définitifs au cercueil de ce film. Non, vraiment, vous verrez, on s'attend vraiment au mieux possible, au meilleur acting possible avec cet acteur expérimenté ayant joué de nombreux rôles très différents. Et pourtant, c'est bien lui qui va vraiment achever tout ce film, qui a déjà une histoire complètement foutue, des graphismes à deux balles, des musiques, on prête même pas attention tellement elles ne nous emmènent pas dans le film. Mais c'est vraiment le pire acteur de tout ce film. Ça sera complètement inattendu. Les productions Pathé & Naf présentent un film de T-Rex Piano sur une idée originale des jambons Madrange, car c'est extra. Bon, déjà, on peut commencer avec l'intro du film que je vous présente là, qui a l'air pas trop mal pour commencer. On a quelques images qui proviennent de la NASA, qui d'ailleurs ne sera pas créditée, comme quoi on a beau avoir des images libres de droit, on peut quand même faire son enfoiré et ne pas créditer l'auteur. C'est un peu dommage, je trouve. Mais au moins, on se dit qu'on a des images plutôt propres, qui font assez plaisir à voir, donc on se dit qu'ils sont quand même capables d'aller sur une page Wikipédia ou sur le site de la NASA prendre des images. Donc peut-être quelques renseignements pour le film. Et là, le film commence tout de suite en mode panique. C'est le chaos aux États-Unis. En effet, quelqu'un aurait annoncé à la radio avoir détecté un jeu croiseur qui aurait percuté la Terre. Et cette personne, devinez c'est qui? Tim Harrison lui-même. Et là on se dit mais c'est un héros, il a averti tout le monde qu'un astéroïde va percuter la Terre, c'est plutôt bien, c'est un peu le but d'un héros normalement dans un film auquel on s'attend, sauver les gens, les prévenir d'un danger. Et là je vais direct à vous passer la scène qui fâche, la scène où le héros pour vous sera décrédibilisé pendant tout le film, peu importe ce qu'il fera derrière. Envoyez un agent de sécurité, trouvez Tim Harrison. Arrêtez. Vous pensiez vraiment que je resterai les bras croisés en laissant tomber tout le sud-est du pays? Désolé, mais je peux pas faire ça. Mais c'est pas à vous de décider. On a des protocoles, je vous apprends rien. J'applique le mien pour sauver des vies. Votre boulot, c'est de surveiller les astéroïdes. Pas de signaler des probabilités. Non, là ouais, il y a quelque chose qui cloche pour vous, non? Le risque de collision est évalué à 5 sur l'échelle de Turin. Ce truc a la dimension d'un stade de football et se déplace à 40 fois la vitesse du son. Les gens ont le droit d'être informés. Alors, si on fait un petit bilan de la scène, Tim Harrison est docteur à la NASA, il surveille donc les géocroiseurs, c'est son but. Il en détecte un qui va frapper les États-Unis dans un délai de quelques heures. Cependant, Tim Harrison, plutôt que prévenir sa hiérarchie parce que anarchie, voilà, fuck les chefs, fuck la hiérarchie, va plutôt balancer l'info en mode BFM TV comme ça à tout le monde, histoire de faire des views sur YouTube, et va s'enfuir du bureau.
Comme ça, sans prévenir la hiérarchie. Hein. Son patron était au courant parce visiblement, il était à bout à sa chaîne. Mais bon, on peut essayer de justifier ça dans sa tête de plein de milliers de raisons. On se dit que Tim a sûrement raison d'avertir qu'un astéroïde, celui que je vais vous présenter là, Non, je me casse, c'est pas possible, c'est bon, ça va. Donc Tim a détecté un astéroïde, comète, on ne sait pas trop, avec un joli soleil vert derrière, ce qui est d'ailleurs plutôt marrant vu qu'une étoile peut prendre plein de couleurs telles que le bleu, le rouge, le blanc tirant très légèrement vers le vert, mais pas vraiment à l'œil nu pour notre soleil à nous, ou pour notre étoile, mais le vert c'est bien la seule couleur qu'une étoile ne prend pas. Peu importe les conditions, dommage pour les graphistes qui ont fait certes un boulot Photoshop plutôt amateur pour 2015, mais en plus n'auront même pas regardé quelques renseignements pour voir de quelle couleur était la petite boule qui regarde tous les jours. Mais en plus d'agir comme un bon journaliste de BFM TV, Tim va faire plein d'autres erreurs en fait complètement évidentes et qu'un docteur de la NASA, je pense, ne ferait pas du tout. Le risque de collision est évalué à 5 sur l'échelle de Turin. Alors là on commence, 5 sur l'échelle de Turin, ça vous est balancé comme ça sans renseignement, bon c'est pas grave, ça force les gens un peu à chercher. Cependant, 5 sur l'échelle de Turin, c'est un risque de rencontre incertaine avec une destruction régionale. Incertaine. Je sais pas quel genre de mot il faudrait à Tim pour qu'il comprenne ça, mais disons que le risque était aussi pondéré. D'autant plus, ce qui fâche, c'est qu'il va dire que cet astéroïde fait 120 mètres. La taille d'un stade de foot, c'est à peu près 120 mètres, hein, c'est ce qu'il dit. Donc Tim va faire aussi 2 autres erreurs dans ses calculs qu'un docteur de la NASA n'aurait jamais fait, comme par exemple la taille de l'astéroïde qui est de 120 mètres, qui arrive à 40 fois la vitesse du son. Pour information, 48 000 km/h, 13 km/s environ. C'est plutôt rapide, mais pas plus rapide que la plupart des impacteurs en fait. Alors naturellement, je me suis amusé à faire quelques calculs d'une simulation, en utilisant un astéroïde de même taille, une densité vraiment mais abusée, histoire de vraiment pousser le truc extrapolé vers le haut, et avec un angle improbable, vraiment le pire angle possible. Bah, niveau destruction, on est loin d'une destruction même régionale en fait, hein, avec ce genre d'impacteur. Ça ferait quelques dégâts sur une ville, c'est clair, ça ferait plutôt mal, mais en fait, pas tant. Il n'y a pas de quoi avoir une panique à l'échelle nationale comme Tim la vend en fait. Mais ce n'est pas grave, Tim s'enfuit quand même et va avoir l'acte le plus héroïque jamais vu dans un film. Et les voisins, tu les as prévenus? Ils ont 7 heures pour sortir de la zone d'impact. Attache ta ceinture, s'il te plaît. Oui. Donc en gros, pour vous résumer, Tim va se barrer avec sa femme sans prévenir même le voisinage qu'il se passe quelque chose. Bon, tout le monde est au courant, mais sa femme lui demande « Est-ce que tu as prévenu les voisins ?» Il dit non, ils ont 7 heures pour agir. C'est un petit... Bah justement, s'ils ont 7 heures pour agir, tu as sûrement 7 heures pour faire ding-dong à leur porte et les prévenir, ça serait plutôt sympa. Non, Tim est un héros jusqu'au bout et va s'enfuir. Et pendant sa fuite avec sa femme, on va introduire un des premiers personnages que je vous ai cité, incarné par Tom Berenger, Herbert Sloan. Si je devais le définir, je dirais surtout que c'est un type bien. Comme moi. Oui, comme toi. Sauf que lui, il est milliardaire et que sa société fabrique des satellites. C'est un fucking milliardaire qui a ses propres satellites, qui les envoie lui-même dans l'espace, que lui n'est qu'un pauvre docteur de la NASA qui n'a pas un rond. Et Tim part avec sa femme et son fils direction l'abri anti-atomique de Herbert, parce que oui, Herbert, en plus d'avoir plein de thunes, a aussi des abris anti-atomiques. Ah, l'honorable fils de mon petit frère est le bienvenu dans ma misérable demeure. Oh Herbert, ce vieux raciste. Ah, Stella, même dans ces pénibles circonstances, je te trouve belle à ravir. Gros dégueulasse. Et là, au moment fatidique, alors qu'on s'attend à un impact, à une destruction mondiale et à la gloire de Tim qui, au milieu de tous ces morts, aura été le seul à avoir averti, nous avons un astéroïde qui a à peu près une densité égale à celle du polyester, car il se détruit complètement en arrivant dans l'atmosphère, alors qu'un astéroïde de cette taille devrait au moins toucher un petit peu le sol quand même. Et sans oublier notre ami le soleil vert-bleu Twingo qui est toujours là. Et à ce moment du film, on sent qu'ils ont voulu discréditer le héros, donner du discrédit pour l'histoire, c'était dans le scénario. Cependant, il y a un problème, est-ce qu'ils auraient pas fait mieux de prendre un astéroïde qui loupe, qui rase un peu la Terre ou qui même rebondit sur son atmosphère, plutôt qu'un astéroïde qui normalement aurait dû toucher le sol, mais pas vraiment en fait, il a une densité trop faible. Bon, là on se demande déjà, on est en 2015, il y a beaucoup de technologies, arriver à se louper autant avec une densité d'astéroïdes qui est pourtant proche, qu'on a détecté, il n'était qu'à quelques heures de la Terre,
On se demande vraiment si Tim fait du bon boulot et a vraiment mérité son doctorat. Vous nous expliquez ce qui vient de se produire. Cet astéroïde prétendument meurtrier n'était rien de plus qu'un groupe de météoroïdes assemblés par la force de gravité. La plupart d'entre eux vont se consumer dans notre atmosphère avant même d'atteindre la Terre. Et ceux qui ne se consumeront pas? Il y aura quelques retombées par endroits. Néanmoins, rien à voir avec la catastrophe qui a été annoncée à tort. Et voilà, fin de la première partie. On se dit que Tim est complètement discrédité, qu'il risque de perdre non seulement son diplôme mais son poste forcément aussi, que sa femme va sûrement se barrer et que plus personne ne voudra le voir. Il finira tout seul et sans amis. On s'attend vraiment à ça à ce moment-là du film. Eh bien non, quid de ça? 8 ans plus tard, Tim est toujours enseignant. Il est toujours enseignant et a même un élève doctorant. Comme quoi, on peut vraiment faire n'importe quoi, prévoir la fin du monde, l'hurler à tout le monde, créer une panique à l'échelle nationale, voire même mondiale. On peut garder un poste. Je pense qu'il n'y a aucune moralité à ce moment-là du film. Alors là, je vais vous laisser ce petit passage juste magnifique. Je pense que beaucoup de physiciens et d'amoureux d'espace et d'astronomie vont se tirer les cheveux en entendant ça. De débris spatiaux atterrissent chaque jour sur la planète. Mais très peu, si ce n'est aucun, proviennent de la galaxie de Bode. Pourquoi? La raison, c'est qu'ils se font happer par le trou noir. Voilà, je ne reviendrai même pas sur ce genre de phrases d'arguments complètement pompées sur un site venu d'ailleurs, ou écrites comme ça par un scénariste qui n'avait rien d'autre à faire un soir après une bonne cuite. Oh, en fait, vous pensez que Tim avait été déjà suffisamment humilié avec sa grosseur d'il y a 8 ans? En tout cas, moi j'enseigne pas dans une université de seconde zone après m'être fait virer de la NASA. Et pim, même un étudiant qui en a rien à foutre de tes cours arrive à te clasher. Tim, change de métier s'il te plaît. Et là, voilà enfin Caitlin Carver, alias Julia Water, qui arrive enfin. Le dernier grand personnage principal dont je vous ai parlé. Et là, vous allez voir l'étendue de toute la platitude de son rôle et de la schizophrénie même de son rôle. Parce qu'elle aura vraiment un but dans tout le film de sexual interest. Vous ne croyez pas? Regardez. Ou alors, vous n'avez pas eu votre dose d'arabica et vous êtes en manque. Une journée de boulot sans café fait de moi un prof terne et maussade. J'étais de nouveau en panne ce matin. J'ai pas l'habitude de faire des courses pour moi tout seul. Vous avez bien été célibataire une fois dans votre vie. Et il devait en avoir 7 quand il a écrit son essai sur la loi de gravitation de Newton. La loi selon laquelle la force d'attraction entre deux corps est proportionnelle. Ouais, c'est ça. Et à ce moment-là, nouveau rebondissement dans le film, car l'élève de Tim découvre la même chose que lui il y a 8 ans. Un géocroiseur qui doit arriver sur Terre dans des conditions complètement obscures. Si mes calculs sont exacts, et que les deux astéroïdes maintiennent leur trajectoire prévisionnelle, l'attraction gravitationnelle de Vénus pourrait écarter le plus petit de sa trajectoire actuelle. Très bien, mais les astéroïdes sont souvent déviés. C'est vrai, mais dans ce cas, ça provoquerait une collision qui réorienterait le plus grand des astéroïdes, Triton Z32, en direction de la Terre. Non, mais elle prévoit quand même que deux jeux croiseurs qui sont à des millions de kilomètres vont se percuter, et que l'un des deux va frapper directement la Terre à coup sûr. Il y a quasiment c'est du 100% qui est annoncé. Les calculs de Julia sont exacts. Et encore un moment facepalm, on se dit que c'est absolument n'importe quoi, car en effet, Julia va être persuadée que les deux jeux croiseurs vont se percuter et que l'un des débris va aller droit vers la Terre. Comment c'est possible de prévoir ça avec une telle précision alors que l'impact n'a même pas encore lieu? Chose impossible, ou du moins on ne peut pas dire 100%, il y aura des pourcentages qui seraient donnés, mais... Non, c'est absolument pas possible. Là, déjà, à ce moment-là du film, le film a perdu sa dernière crédibilité scientifique qui lui restait. La seule vraie probabilité de ce film, c'est les 100% de probabilité qu'il a que ce film soit un véritable échec. Ce qui est complètement le cas. Pour mettre en avant ces calculs, dire qu'ils sont bons et que ce coup-ci ça va vraiment se passer, c'est cet argument-là. Une étudiante en doctorat d'astronomie avec un QI de 157. Je l'ai rencontrée à une conférence l'année dernière. Cette fille est un super ordinateur. Donc voilà, avoir 158 de QI veut dire que vous dites tout le temps la vérité. C'est à peu près la moralité qui sera balancée plein de fois dans le film. Plus vous êtes intelligent, plus vous avez raison. C'est pas très intelligent de dire ça pour le coup. Bon, à la rigueur, là, l'astéroïde ne fait plus 120 mètres, mais 4 km. Parce que oui, l'impact n'a pas encore eu lieu, mais l'objet qui va en résulter, on connaît déjà sa taille. On connaît sa famille, ses papiers, sa carte d'identité, tout va bien. Et à ce moment du film, alors que ça devrait commencer à être la panique, où Tim et son élève devraient normalement partager leurs résultats avec d'autres scientifiques afin d'être sûr et de pouvoir réagir mieux qu'il y a 8 ans, eh bien non. Tim va aller voir sa femme avec qui il a d'ailleurs divorcé, parce que je pense que déjà qu'il n'avait pas de pognon et maintenant qu'il est passé pour un abruti devant la terre entière, elle a décidé de divorcer. C'est clairement l'argument aussi utilisé. Donc Tim va aller voir son film pour avoir une bête discussion avec lui en regardant les étoiles, les magnifiques étoiles.
Moi, je dirais carrément nul. Oui, parce que regarder les étoiles sous un spot du stade de football, c'est carrément ce qu'il y a de mieux quand même. C'est très connu, tous les astronomes le savent. On ne voit jamais aussi bien les étoiles que sous le soleil. Mais Tim aura naturellement quand même la brillante idée d'en parler à Herbert Sloan, qui de base est quand même un astronome qui est quand même très connu, reconnu, et qui a toutes les raisons de pouvoir valider ou invalider ses calculs, de pouvoir l'aider dans ce cas-là, le guider. Au fait, j'espère que cette Julia n'est pas en plus une ravissante créature. Et ça a toujours été ma faiblesse. Et puisque je ne suis pas dans la course, je pense que toi, tu devrais, tu vois. Et j'ajouterais que Tim ne m'avait pas menti en disant que vous étiez charmante. Et oui, en fait, ce sera ça, Herbert tout le long du film, le vieux héros sénigne qui ne sert à pas grand-chose. C'est complètement ça. Il aura une dégaine de vieux pervers ainsi que des paroles complètement tendancieuses tout le long du film. Et alors que c'est pas trop la panique, on apprend aussi que cet astéroïde qui fonce quand même droit sur la Terre à 30 km/s, ce qui est quand même déjà beaucoup plus rapide aussi que le premier du film, il n'y a pas de panique, tout va bien, il y a encore moins de panique, même de la part des héros, ou du moins de contexte d'urgence, alors qu'il y a quand même 100 fois plus d'urgence que l'autre, parce que 4 km c'est quand même la moitié de celui qui a aidé à la disparition des dinosaures, mais 4 km ça suffit déjà à détruire une immense région et à changer complètement le climat de la Terre. Et ton impacteur? On parlera des possibilités de déviation de trajectoire pour peu qu'il y en ait quand vous serez là, mais le plus urgent maintenant c'est que vous partiez. Mais heureusement, Herbert, le génie milliardaire, a une grande idée. Une grande idée pour sauver le monde, c'est d'utiliser un impacteur d'une ancienne mission qui avait échoué perdu quelque part dans l'espace. Là vous vous dites, mais oui, on pourrait très bien utiliser un impacteur qui va dévier un astéroïde pour frapper celui-ci pour... Non, je vous arrête tout de suite, à ce moment-là du film, c'est pas cité comme ça. Ça sera utilisé à la fin du film sous ce contexte-là. Mais actuellement, non, on veut juste envoyer vers un astéroïde qui a la même densité que le fer, qui fonce à 30 km/s, qui fait 4 km, un vulgaire impacteur. Autant vous dire que l'énergie que doit donner l'impacteur, il faudra une quantité de carburant dans l'impacteur complètement phénoménale. D'autant plus que cet impacteur est techniquement perdu dans l'espace. On ne sait où, il est peut-être déjà sorti du système solaire. Et pour vous montrer à quel point ce film n'apprend rien même de lui-même et n'a aucune morale, qu'est-ce que va faire Tim? Tim prévient Herbert, mais Julia, que va-t-elle faire? A-t-elle appris des erreurs de son maître, de son sensei, les erreurs qu'il a fait il y a 8 ans en faisant n'importe quoi? Elle va faire forcément quelque chose de différent. Je m'appelle Julia Waters. Je ne vous demande pas de croire ce que je m'apprête à vous dire. Et même si vous le croyez, je ne suis pas sûre qu'on puisse faire quelque chose à part. Oui, alors là on voit un scientifique calme et serein face à la panique. Aujourd'hui c'est le moment ou jamais. Il est probable que ce soir, vers 20h15, le monde tel que nous le connaissons cesse d'exister. Toujours prêt à réagir en situation d'urgence. Percutera la Terre si on ne trouve pas un moyen de le dévier. Personne n'est en mesure de prédire l'étendue des dommages qu'il provoquera parce que nous n'avons jamais fait l'expérience d'une telle catastrophe. Si vous avez un c'est bien, endroit où Julia, trouver mais refuge, il va pas falloir que lâcher le micro YouTube Live en fait. Tu dis de la merde. Mais il faut essayer. Eh bien non, elle va faire absolument n'importe quoi. Elle va prévenir tout le monde sur une vieille vidéo YouTube que c'est la panique dans le monde entier, plutôt que prévenir pareil des super de la NASA en faisant exactement la même erreur que Tim il y a 8 ans. Erreur qui lui a coûté une partie de sa carrière. Elle fait exactement pareil, Mademoiselle 158 de QI. Mais heureusement, à ce moment-là du film, le directeur qui décidément est le vrai héros et le vrai scientifique du film, surtout, va prendre ça au sérieux. Et là, vu que Tim a un immense irrespect pour les lois de la logique et va naturellement faire exactement pareil qu'il a 8 ans, il va prendre la fuite avec sa famille et son sexuel intéressé. En cours de route, la petite famille va s'arrêter chez Total, faire son petit plein d'essence et prendre un petit café. Cependant, les deux vendeurs du Total sont les méchants stéréotypés du film. Tintin, on les avait pas vus venir, ceux-là. Alors, vous me dites que c'est des méchants stéréotypés, bon, c'est vrai qu'ils ont juste une dégaine de méchants, mais il n'y a que ça. Eh bien non, regardez derrière le comptoir. Et c'est exactement à ce moment-là, au moment de la fin du monde, qu'ils décident enfin d'être de vrais grands méchants, juste pour les besoins du film en fait. D'ailleurs, les personnages sont ultra plats et on s'en débarrassera très vite dans le film, même si on va les revoir dans quelques scènes. D'ailleurs, pile poil au même moment, les méchants vont regarder la vidéo de Julia qu'elle a postée sur YouTube au moment où elle va partir de la station et donc vont faire les liens extrêmement vite en fait, même un peu trop vite pour des méchants complètement décérébrés qu'on veut nous vendre. Ensuite, la petite famille reprend la fuite en voiture en accélérant un peu car ils sont poursuivis par de grands vilains météores.
Et là, excusez-moi, mais les effets spéciaux, je les reconnais. J'ai vu assez de Super Sentai pour savoir ce que c'est. C'est littéralement honteux en 2015 d'avoir des effets aussi mal foutus, au vu des budgets du film quand même. Je vais vous mettre en dessous, le film n'avait pas non plus un budget de 0. Cependant, un météore va atterrir juste à côté de la voiture, mais ne vous inquiétez pas, la voiture et les acteurs vont très bien. C'était un météore relativement doux. Se retrouvant à pied, ces derniers vont devoir traverser des bois obscurs et étranges pour atteindre la maison de Herbert et justifier la suite du scénario. Oh, et Herbert pendant ce temps ? Eh bien pendant ce temps, Herbert en prend absolument plein la bouche alors que pourtant il a des fusils à pompe, parce que tout bon physicien a un fusil à pompe chez lui, surtout quand il est américain quand même. Et avant de retourner dans les bois avec tout le monde, on va repasser au directeur de la NASA qui fait face à l'armée. En effet, l'armée a une seule solution que j'ai envie de dire illogique techniquement pour arrêter un astéroïde. La fameuse solution américaine de la tête nucléaire dans la gueule. Eh oui, c'est complètement la solution qu'ils vont utiliser. Mais pour une fois, au vu de la vitesse de l'astéroïde, de la situation et du temps qui reste, il n'y a pas vraiment d'autre solution que de lui en mettre plein la tronche à l'astéroïde. Vraiment. Mais une solution pas si bête en fait, parce qu'on aime bien se dire qu'envoyer des têtes nucléaires sur un astéroïde va juste le briser et que les morceaux vont aller vers la Terre. Oui, sauf que des morceaux de 1 mètre comparé à un gros morceau d'1 kilomètre, disons que celui d'1 mètre va littéralement être pulvérisé dans l'atmosphère, que celui de 4 km va la traverser sans gros problème. Donc pour une fois, c'est une solution en fait logique. D'ailleurs, le directeur de la NASA est lui-même d'accord, ce qui est complètement legit. Donc pour l'instant, la solution est validée et il y aura bien un lancement de missile, techniquement, tant que rien ne se passe pour le scénario. Court scénario, vite. Et on retourne dans les bois où tout le monde se fait intercepter par les deux méchants du film. On s'est perdu. C'est pas à toi qui parle. On dirait pas que vous êtes perdu, on dirait que vous mentez. Et donc les méchants vont prendre le contrôle du groupe, les prendre en otage et les demander de les emmener vers l'abri de Herbert, parce qu'ils se doutent bien qu'ils ont bien une solution miracle pour ça. Mais comment ce groupe de personnes qui ne peuvent pas miser sur leur physique vont s'en sortir? Ont-ils une autre solution que leurs bras? Et c'est de Julia qui va venir la véritable solution intelligente, car n'oublions pas, Julia est un... Cette fille est un super ordinateur. Voilà, donc un super calculateur de 158 de QI a forcément une solution tout à fait adaptée. Allez, on repart. Hey, t'as rien ou quoi? Sans déconner, se jeter à la tronche d'un mec qui fait 3 fois sa taille, c'est sa solution super calculateur. Mais la solution va marcher, les méchants sont mis KO, ne sont pas morts, je vous rassure quand même, on est à la limite du Disney. Mais sont quand même abandonnés dans les bois, parce que oui, ils sont méchants, mais dans le coup, on va les abandonner et les laisser mourir dans un impact géant, parce que c'est des méchants, voyons. Il est bien évident que ce film se nourrit complètement de l'héroïsme américain complètement foireux, mais de façon complètement mal représentée. J'ai envie de dire que normalement, il y a le héros, le méchant, la justice, le mal. Mais là, il n'y a aucune frontière, il n'y a rien vraiment qui nous dit, parce que Tim est autant un salaud que ces mecs-là au final. Je veux dire, on n'abandonne pas quelqu'un dans les bois alors qu'il va y avoir des pluies de météores, non ? Non, c'est peut-être moi. Et pendant ce temps, pendant que le groupe se promène dans les bois, oh, de nouveaux acteurs arrivent, un père de famille et sa fille. C'est comme ça qu'on est tombé sur vous. Alors les papiers de bonbons, c'était toi? Je vous propose de venir avec nous. Qui n'auront pas grand rôle dans le scénario, mis à part que la fille va devenir le sexual interest du fils de Tim, ce qui est vraiment ça tout de suite. Et le père, pour l'instant, n'aura rien à faire si ce n'est fuir pour sauver sa vie. Et bien tout ce petit groupe fraîchement constitué va enfin arriver sur place, et bonne nouvelle! Herbert n'est pas mort, il va bien, il est juste laissé pour mort et il a pissé le sang pendant 10 heures, mais il va bien. Il est très résistant, hein, mais en même temps c'est un milliardaire. Que voulez-vous? Visiblement on est plus résistant qu'on a du pognon. On a dû laisser la voiture et continuer à pied par la forêt. On n'a pas pu t'appeler, on n'avait pas de réseau. Et une fois arrivé dans la Batcave, nouveau drama, Herbert en fait ne va pas si bien. D'ailleurs vous pouvez apprécier, je vais vous laisser quelques secondes de ce superbe jeu d'acteur où même le doubleur ne croit même pas en ce qu'il fait. Tim, il faut que je te mette au courant de mon projet. Non, pour l'instant tu essaies de te reposer, on va d'abord s'occuper de toi. Acting sur 20. Et pendant que Herbert est bien plus proche de la mort que décrocher un deuxième Oscar, Tim va lui tenter de trouver une solution. Et pendant que Tim cherche une solution, le fils de Tim va proposer à la fille d'aller jouer avec ses boules. De billard, je vous rassure, de billard, quand même.
Bon. Mais pendant que ses enfants ont joué d'une façon très étrange au billard, le fils de Tim laisse échapper une information cruciale. Tu as assez de provisions pour tenir aussi longtemps? Pas aussi longtemps qu'avant. Le refuge a été prévu pour 5 personnes. Comme ton père et toi vous êtes là, ça change tout. Donc comme il vient de vous dire, le bunker est prévu normalement pour 5 personnes niveau ressources. Alors là, ils sont 7. Bon, la logique voudrait qu'on rationne. En rationnant, ça devrait passer à 2 personnes de plus. On parle pas d'oxygène, mais bien de rationnement alimentaire. Mais le père de la fille, qui est décidément un homme bien fragile, va nous faire une espèce de trip sous LSD de panique. Personne ne panique comme ça, je pense, à part avoir fait une overdose. Et on se doute bien qu'à un moment, il risque de péter un plomb. Mais on va se concentrer de nouveau sur Tim et Julia qui tentent de trouver une solution alors que Herbert est aux portes de la mort et Tim ne trouve rien et Julia non plus. Comme quoi on peut être des gens très intelligents avec des doctorats et avoir 158 de QI, voire être, selon certains, un super calculateur, on peut être à court d'idées des fois. Mais heureusement Tim trouve enfin sa solution dans les boules de billard. Regarde-moi, par Osiris et par Apis, tu es un physicien. Oui, un physicien. Et donc là, super solution de Tim, pourquoi ne pas prendre l'impacteur qui est perdu dans l'espace, frapper un astéroïde pour aller détourner celui de 4 km. Et là, ça va être encore plus mindfuck, parce que écoutez ce qu'il va dire. On envoie percuter l'astéroïde troyen de la Terre qui a la plus forte densité. Et l'effet catapulte l'envoie sur Triton, déviant ainsi sa trajectoire. Donc oui, vous avez bien entendu, astéroïde troyen de la Terre. C'est complètement réel parce qu'il y a bien des astéroïdes troyens qui partagent l'orbite avec la Terre. Donc ils sont soit à 60 degrés en avance, soit en retard par rapport à la Terre sur son orbite. Petit problème, ces astéroïdes sont à peu près à 10 millions de kilomètres de la Terre. Il va donc falloir beaucoup de carburant ou d'imagination ou de pouvoir même du scénario pour que ça marche. Mais là, la solution est très simple pour Tim. On a des astéroïdes qui sont proches de l'impacteur. L'impacteur est dans les astéroïdes troyens, donc on l'envoie impacter un astéroïde et cet astéroïde, on va l'envoyer vers la Terre, du moins vers l'astéroïde de 4 km qui va frapper la Terre. Ce qui est complètement con. Mais alors complètement, l'astéroïde arriverait bien trop tard, il y aurait déjà peut-être plus d'humains sur Terre d'ici là en fait. Mais la solution est bien là, ils vont prendre l'impacteur qui est dans le groupe d'astéroïdes troyens, l'envoyer vers un astéroïde de ce groupe qui va détourner une astéroïde de 4 km. Donc déjà un problème, il faut trouver un astéroïde qui a au moins la même densité, au moins la même masse, ou du moins une masse significative pour pouvoir détourner ce bolide qui fonce à vitesse monstrueuse vers la Terre. On parle d'un bolide de 4 km, fait de fer, donc l'un des plus denses qu'on puisse trouver dans le système solaire, et en plus qui fonce à une vitesse relativement très rapide, 30 km/s, c'est énorme pour un impacteur. Donc il faudra une quantité d'énergie immense pour ça. Et à ce moment-là, le scénario va nous faire un tour de force jamais vu dans un nanar, même le tour de force qui justifie vraiment que j'en ai fait une vidéo dessus. Et là, grâce au magnifique pouvoir du scénario, ou le pouvoir de téléportation de Son Goku, l'impacteur et l'astéroïde qui vont impacter le gros astéroïde, qui s'appelle d'ailleurs Triton, vont se téléporter directement à côté de la Terre, en orbite proche, comme ça d'un coup, sans que le scénario n'explique rien du tout. Et là, le scénario n'en a absolument rien à foutre de vous, et tout va se dérouler comme on a peur que ça se déroule. Non, parce que déjà, avoir tout ça qui se téléporte en 10 millions de kilomètres en quelques minutes, c'est absolument n'importe quoi. Mais en plus, grâce au super matériel du professeur Herbert, le plan va complètement marcher. L'impacteur va frapper un astéroïde qui va frapper Triton, le gros astéroïde de 4 km. Oui, on lui donne un nom quand même. C'est plutôt bien, même si Triton est déjà une lune existante dans le système solaire. Il a terminé, le monde est littéralement sauvé, sans aucun véritable éclat, le scénario s'écroulant complètement dans les 10 dernières minutes du film où plus rien ne tient debout. Déjà que rien ne tenait vraiment debout. Oui, parce que le directeur de la NASA, en fait, avait demandé à retarder le lancement de la tête nucléaire avant pour que Tim puisse mettre en marche son plan. Bon, un petit peu foufou quand même, ce directeur de la NASA d'accorder du crédit, mais visiblement tout ce que dit le directeur de la NASA marche et en fait est legit. Le plan de Tim a effectivement marché, il a eu raison de croire en lui, alors qu'il n'a jamais vraiment cru en lui, mais d'y croire au bon moment. C'est vraiment le héros du film, que les autres acteurs sont plats. Herbert passe soit son temps à mourir, soit à balancer des espèces de vieilles vannes graveleuses. Tim Harrison, alias Bernard Curé, je rappelle, ou Bernanard, parce que le pauvre, on va l'appeler comme ça, là, c'est un peu un habitué des nanars, va vraiment par contre lui tout donner dans le film, mais son personnage est tellement mal écrit et tellement malaisant, et on a tellement envie de le détester tout le long du film, tellement il réagit n'importe comment, que ça ne suffira pas. Puis alors Julia Waters, on n'en parle pas, c'est vraiment n'importe quoi. Son rôle est soit mal écrit, soit mal interprété, parce qu'elle donne beaucoup d'énergie, même des fois dans des scènes qui n'en nécessitent pas vraiment.
Et on clôture ce film et tout va bien. Tim retourne visiblement avec sa femme quelques temps après, devant une magnifique pluie d'étoiles filantes. Et là on se demande, Julia, donc c'était le sexual interest de Tim pendant tout le film, donc on pensait que le divorce était consommé et que Tim irait avec Julia, ce qui nous paraissait à peu près logique. Un peu trop facile, mais logique. Et la dernière retournement du film, le véritable cliffhanger comme on l'attendait, le vieux Herbert finit avec Julia, du moins c'est ce qu'on comprend très clairement. Ouais, tu sais, j'aurais bien besoin de quelqu'un comme toi. Vous me faites une proposition? Mais oui, vous savez, Herbert, le vieux pervers milliardaire, et bien pour le coup, je pense que c'est le deuxième argument qui a poussé Julia à finir avec lui, parce que le premier, franchement, non merci. Et voilà, c'est la fin de cette petite critique de film, de ce premier essai tentative de Space Nanar sur ce gros nanar quand même qui est Impact Earth. Naturellement, normalement, je n'encourage pas les gens à aller voir du streaming ou à télécharger légalement, mais là, ce film est tellement nul qu'il est disponible sur YouTube depuis très longtemps et personne ne le retire. En même temps, je pense que là, pour le coup, même les ayants droit ont un peu honte et n'osent pas réclamer de l'argent là-dessus, comme quoi. En tout cas, on a un film avec des musiques vraiment pas belles, des graphistes qui se lâchent, et je pense que la coque devait être de très mauvaise qualité. Des acteurs qui, soit comme Bernard Curie, tentent vraiment de sublimer leur rôle, de donner tout ce qu'ils ont de bonne façon, mais le rôle est bien trop mal écrit pour ça. Ou des mecs comme Tom Béranger qui normalement sont de très bons acteurs et n'en ont tellement plus rien à foutre de leur carrière et veulent tellement courir derrière leur chèque qu'ils donnent vraiment tout au pif. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce que vous en pensez, à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, et aussi à cliquer sur l'abonnement et sur la cloche, la délicieuse cloche qui vous mettra des notifications pour dire quand je sors du nouveau contenu. Amoureux des sciences, curieux de tout bord, bonsoir!